Un pâtissier, c'est pas que un mélangeur de chocolat fondu et de crème montée. Au début, j'ai fait énormément d'erreurs, du genre, ça y est, je suis content, j'ai retiré 18% de sucre dans mon sablé breton. En fait, tu sais déjà, c'est que si tu as pu les retirer, c'est qu'il était probablement trop depuis le début déjà. Tout le travail a consisté à se dire, est-ce que tu es sûr qu'il faut 1 litre de crème, 12 jaunes d'œufs, 250 grammes de sucre pour que tu prennes ton kiff avec une crème brûlée? Eh ben non, en fait. On culpabilise moins quand on mange salé parfois que quand on mange sucré. Il faut qu'on ait une pâtisserie qui soit moins culpabilisante. C'est un plaisir d'échanger aujourd'hui avec toi, Frédéric, parce que Merci. on voit les internautes, on va parler du dernier livre de Frédéric, Gourmandise, donc raisonner, et c'est vraiment un sujet qui, je ne sais pas si c'est d'actualité, mais en tout cas de plus en plus important au niveau de la nourriture, etc. Et pour te présenter, Frédéric, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore ou pas assez, Frédéric, c'est le fondateur. Tu m'arrêtes si je me trompe tout de suite. C'est le fondateur de l'école Valrhona. Déjà un chef pâtissier assez renommé. Il a créé, en tout cas, aussi le chocolat blond, donc créateur de chocolat blond. Tu es un artiste, un créateur, mais aussi tu aimes la technique. Et on le ressent dans tes livres. Et même, ça c'est un des derniers livres que tu as sorti en début d'année. Mais moi, j'ai les gros livres aussi, Chocolat Fusion. Ton premier livre, Au cœur des saveurs. C'est du vintage. Ça remonte, ça remonte. Voilà. Donc, et puis après, d'autres aussi que tu as sous ta direction, en tout cas, que tu as bien avancé. Mais donc, grosso modo, plus à faire tes preuves, mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est que tu te remets en question et tu arrives à faire des choses très, très intéressantes, notamment ton dernier livre que j'ai parcouru. Alors, pas tout en détail, mais j'ai hâte de tester des recettes. Et donc, est-ce que déjà, tu peux te présenter pour ceux par rapport à compléter ce que j'ai indiqué, qui tu es. Et puis après, on va parler un petit peu de ta réflexion sur le livre Gourmandise raisonnée. Alors, on va commencer par le Who's Who. Donc moi, je suis lorrain d'origine, de Metz, d'une famille de 5 enfants. J'ai toujours voulu être pâtissier depuis l'âge de 4 ans. Ma mère me disait tu voulais toujours être pâtissier ou cuisinier, ça dépendait des jours. Et bref, pas du tout de pâtissier dans la famille, ni de cuisinier d'ailleurs, pendant 2, 3, 4 générations avant, dans ni famille paternelle, maternelle. Donc, sur les 5 enfants, un enfant pour lequel il n'y a pas eu de question vraiment à se poser. Et j'ai commencé mon apprentissage à Metz. J'ai perdu mon père très jeune. J'ai dû voyager avec ma mère, aller à Nice. À Nice, j'ai rencontré comme par hasard un Lorrain qui était mon professeur de technologie à l'école, Michel Jacques, qui m'a vraiment donné l'amour de la technologie, de la technique. Alors que quand on est jeune, à la base, on se moque un peu de tout ça. J'adorais la gourmandise et très jeune, je pense que je lui dois ça, Michel, le fait de m'avoir fait. Il nous dit toujours, vous savez, vous verrez en grandissant, un pâtissier, c'est pas que un mélangeur de chocolat fondu et de crème montée. Tout le monde se foutait de sa gueule à l'époque dans la classe, et moi je trouvais qu'il disait des choses sensées, ce Michel que j'ai adoré. Il m'a préparé pour le concours de meilleur apprenti de France en 83, où j'étais d'ailleurs avec Michel Bagnart, la pâtisserie Jacques à Mulhouse, Michel qui a repris maintenant l'entreprise. Et en fait, j'ai été à Paris pour la première fois. Et puis, c'était fabuleux. J'étais 3e, mais on s'en fout. C'était un petit concours merveilleux. Ça m'a donné énormément la foi, l'amour que j'ai toujours eu dans ce métier. J'aime pas quand les gens disent c'est un métier dur. Moi, j'ai des amis qui sont maçons, ferronniers, c'est vachement dur aussi. Hein. Et eux peuvent pas se sucer les doigts. Et on les félicite jamais. Ouais, alors que nous, on nous félicite tout le temps. On nous félicite tout le temps. Et je trouve ça assez délicieux. J'ai fait différentes maisons dans l'Est, dont une très belle maison qui s'appelle toujours Claude Bourguignon à Metz,
Et Claude, chez qui nous étions avec Gilles Marchal, Christophe Felder, Yannick Labbé. Et en fait, Claude un jour m'a dit, Frédéric, il faut que vous alliez à la capitale, parce que chez moi, vous avez fait le tour, vous méritez de voir beaucoup plus. Et il m'a présenté Joël Bellouet, qui est le meilleur de France, qui est toujours de ce monde. Si Joël voit un coup cette vidéo, ben salut, salut. Qui fait partie de nos papis pâtissiers, hein, Joël Bellouet. Il y a toujours l'école Bellouet Conseil que Jean-Michel Perruchon a racheté quand Joël est parti. J'ai rencontré Joël Bellouet qui me dit, je connais un petit gars à Paris, il vient d'arriver, moi je suis tout le temps en voyage, appelez-le de ma part, il s'appelle Pierre Hermé, c'est un Alsacien. Et là, Pierre commençait à faire ses armes chez Fauchon. Et pour la faire courte, je suis arrivé chez Fauchon une semaine après. Et puis Pierre fait partie de ces chefs qui faisaient confiance extrêmement tôt. Et il était du genre à dire, est-ce que vous parlez anglais? Oui, ben très bien, la semaine prochaine, vous prendrez le poste de rose en sucre. J'ai jamais fait de rose en sucre. Ben justement, c'est maintenant que ça commence. Et donc Pierre Hermé était comme ça pour tout. Je pense qu'il nous a donné des ailes fabuleuses à tous, une confiance incroyable malgré notre jeunesse. Et puis j'ai passé 3 ans et demi avec Pierre. J'ai eu la chance d'être à la création avec lui. La belle époque, Jean-Michel Perruchon, Christophe Helder, Frédéric Cassel, enfin que des mauvais. C'était la grande époque. Et puis un jour, Pierre Hermé me dit, Frédéric, vous allez rencontrer demain un monsieur génial que j'adore, il s'appelle Antoine Daudet, c'est le directeur général de Valrhona, une petite chocolaterie, nanana. Il n'y avait que du Valrhona chez Fauchon à l'époque, moi j'en avais jamais vu avant. Et il y avait une sorte de chocolateque fabuleuse avec plus de 20 chocolats, alors que moi à l'époque dans les labos il y avait noir, blanc, lait, et avec tu faisais toute la maison. Et en fait voilà, puis le lendemain je rencontre Antoine Daudet, Pierre me présente, et un mois plus tard je me retrouve chez Valrhona, qui était encore une petite chocolaterie très très peu connue dans le monde de la pâtisserie, puisqu'elle faisait vivre surtout les chocolatiers. C'était la culture de la maison, un chocolatier qui crée une chocolaterie pour faire des bonbons de chocolat pour revendre à des chocolatiers pâtissiers ou boulangers pâtissiers. Et donc je me retrouve à faire de la formation. Je suis un garçon pas vraiment patient, pas du tout même. Si ma femme était là, elle pourrait le crier haut. Et quand Pierre Hermé me dit, Frédéric, vous allez faire formateur, je dis, mais vous êtes fou, j'ai 22 ans, je suis hyper impatient, moi je suis bien à Paris, chez Fauchon, avec toute la grande époque. Il me fait, non, vous allez à tel Hermitage, c'est pour vous, je vous sens bien, Fred, et voilà. Donc me voilà parti au pays des chèvres, et on a commencé à faire un petit laboratoire, puis le petit laboratoire, eh bien 30 ans plus tard, c'est devenu une école de pâtisserie. J'ai ouvert l'école à Tokyo il y a 10 ans. On a ouvert à Paris. On a ouvert à Brooklyn il y a 3 ans. Et puis je suis assez fier. J'ai quitté l'école il y a 6 ans parce qu'entre-temps, il s'est passé plein de choses. J'ai eu 2 restaurants. Et puis, j'ai décidé de quitter l'école parce que je trouve que c'est des métiers où on donne énormément de soi, et pour moi, soit on est à fond, soit on n'est pas, et donc place aux jeunes. Et donc après ces 30 ans d'école, c'est une chance fabuleuse de pouvoir écrire une histoire de A jusqu'à Z, et Z inclus d'ailleurs. Et donc très très dur de quitter l'école parce que tu lâches ton bébé de 30 ans, ça fait extrêmement mal, mais c'était une forme de passage de niveau pour moi. Et donc, c'est une époque où je réfléchissais à la vie. J'ai perdu mon grand frère de façon tragique et tout. Et puis en effet, 30 ans, on voyageait beaucoup, on voyage toujours beaucoup à l'école. Il y a 30 pâtissiers aujourd'hui, Valrhona, avec Valrhona sur le cœur qui sillonne le monde. Et en fait, je me suis dit, tiens, j'ai envie de travailler à plus long terme, d'être moins dans le rush, d'être moins dans le délivrable, des plannings, des démonstrations, du conseil technique et toute l'année. J'ai adoré ça et j'adore toujours. C'est un peu essoufflant, je suis pas si vieux, j'ai 55 ans, mais c'est 55 ans quand même. Ça fait 40 ans de métier. Et puis j'ai posé la question à mon boss en me disant, tiens, est-ce que j'ai pas d'autres choses à faire? Je bosse beaucoup avec les ingénieurs recherche-développement, j'adore. Et donc, on a créé un laboratoire. Alors, le mot est pas joli. Ça s'appelle la prospective. Moi, j'aime bien dire qu'avant, je regardais au mois prochain. Maintenant, je regarde au moins à l'an prochain, voire à 2-3 ans. C'est un peu regarder la profession un peu plus long terme.
Exactement. Ce qui explique d'ailleurs, belle transition, que quand on n'est pas la main dans le cambouis tous les jours, on peut prendre son temps et imaginer la pâtisserie telle qu'on pourrait l'imaginer demain, telle qu'on aurait envie individuellement qu'elle soit, voire collectivement, telle qu'on aurait envie qu'elle soit. Et la gourmandise raisonnée, je l'ai initiée il y a 14 ans maintenant, mais j'ai pas eu beaucoup de temps d'avancer. On a fait des choses à l'école quand j'y étais, on a fait beaucoup de conférences à l'étranger, aux États-Unis. Et puis ça s'est arrêté quand j'ai quitté l'école. Et puis là, Pierre Armé me disait souvent, t'en es où de la gourmandise raisonnée? Je dis, un jour peut-être. Je lui disais en plaisantant, quand je serai à l'EHPAD, j'aurai le temps d'écrire un livre. Bon, je l'ai écrit avant l'EHPAD. Et donc la gourmandise raisonnée, c'est typiquement le genre de choses que j'ai entamé. C'est rigolo qu'on se parle aujourd'hui, Sébastien, parce que hier, j'ai passé 3 quarts d'heure au téléphone avec Pierre Gagnère, à qui j'ai envoyé mon livre, et à qui j'ai expliqué que je lui devais cette démarche de gourmandise raisonnée, ce changement de point de vue, suite à une conférence, je l'explique dans mon livre d'ailleurs, donc je ne vais pas en parler là. Mais il n'était pas au courant. Je ne l'ai pas appelé un jour pour dire, en fait, Pierre, je voulais te dire que tu m'as défoncé la tête quand tu as fait ta conférence avec Hypothèque il y a 15 ans, c'était merveilleux. Non, je ne lui ai jamais dit. Et j'ai pas eu d'occasion de le rencontrer si souvent. Et donc, hier soir, on devait s'appeler parce que je voudrais bien faire un live avec lui je trouve que pour les jeunes, c'est vachement important qu'ils sachent que moi j'ai 55 ans, mais que si j'avais pas eu Pierre Gagnère il y a 14 ans, qui nous a défoncé la tête dans une conférence à Hypothèque, le livre Gourmandise raisonnée, tu l'aurais pas dans les mains. Et il n'y a pas que ça à faire de Frédéric, là. Il y a un nutritionniste Thierry que j'ai rencontré il y a 13 ans dans un séminaire René Dessert. Il y a les ingénieurs agronomes de Valrhona qui participent, Raphaël Aumont, les chimistes. Donc, la vie est faite de rencontres, d'opportunités, de capacité de se remettre en question, c'est une évidence. Et puis voilà, donc on arrive à la gourmandise raisonnée qui est une invitation, je pense, à imaginer la pâtisserie autrement demain. C'est pas une révolution, je pense que j'aime pas ce mot, bien qu'en France on aime bien les révolutions. C'est plus une évolution. Je dis souvent, ma sœur, elle vend du matériel pour faire des anesthésies générales. Ouais. Par an, ils ont à peu près entre 7 et 12 protocoles qui évoluent, tellement ça évolue vite. Et nous, on est à peu près en cycle d'évolution, à peu près à un changement de recette tous les 75 ans. Donc je pense qu'en fait, on a un peu de marge, en fait, tu vois. La cuisine est beaucoup plus sous le feu du projecteur, donc elle a presque une forme d'obligation de se remettre en question, d'être d'actualité, d'être dans son monde actuel, voire de l'anticiper. En pâtisserie, on est moins sous les projecteurs. Considérons qu'Instagram, c'est pas des projecteurs, bien sûr. Mais en tout cas, j'espère très modestement que la gourmandise raisonnée, c'est juste, je suis pas tout seul à me gratter la tête, évidemment, à travers le monde, mais que c'est une façon, des petites graines qui invitent à penser la pâtisserie de demain, ou une façon d'imaginer la pâtisserie de demain. Justement, alors, parce que moi, je suis pâtissier aussi d'origine, il y a quelques années déjà, et c'est pareil, moi, il y a des moments où je travaillais sur des choses moins sucrées, plus goûteux, etc. Bon, ce qu'on travaille souvent quand on aime ça. Et c'est ça que j'ai bien aimé, en fait, parce que tu le dis bien, que désucrer, dégraisser, parce que souvent, des fois, il y a trop de beurre, on met plus de beurre que ce qu'il faut, etc. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé, cette réflexion-là. Je dis, quand je l'ai eu dans les mains, j'ai commencé à regarder, à le lire, je dis, ah, enfin, quelqu'un qui se pose et qui couche sur papier cette réflexion-là, et pas obligatoirement sans sucre, sans quelque chose, sans gras, comme tu le dis très bien, sans plaisir, etc. Donc c'est vrai que parce que l'objectif de la pâtisserie, on est toujours là à émerveiller les convives, à émerveiller les papilles, les yeux. Et c'est ça, on a un métier de bonheur, hein, c'est un métier de bonheur, ça. Donc Bien sûr. On est dans un monde aujourd'hui, comme je l'écris,
un monde de dictats, un peu, c'est tout noir ou tout blanc, t'es pour ou t'es contre, et les sangs, la mode des sangs, les sans-ci. Alors, on nous a tout fait dans l'autre sens, hein, sans colorant, puis après c'est avec colorant, puis maintenant c'est de nouveau sans colorant, et puis les sans ci, sans ça, les intolérants au gluten qui se prennent tous pour des cœliaques, nanana, nanana. Et puis les sans lactose, pas parce que tu es allergique, mais parce qu'il paraît que c'est pas bon pour ton corps. Alors, ils utilisent tous des huiles de coco, pour tous les 12 km, pour se rendre compte qu'un jour, l'huile de coco, ben, qui est quasiment autant saturé que du beurre pour une graine végétale, c'est exceptionnel. Donc, moi, j'ai appris le monde de la nutrition grâce à Thierry, parce qu'en fait, au début, j'ai fait énormément d'erreurs, du genre, ça y est, je suis content, j'ai retiré 18% de sucre dans mon sablé breton. En fait, tu sais déjà, c'est que si tu as pu les retirer, c'est qu'il était probablement trop depuis le début déjà. Ouais. Et puis, si tu as retiré du sucre, ben, ta recette n'est pas raisonnée. Parce qu'en fait, ça devient une blende de beurre et de jaune d'œuf, du coup. Puisqu'une recette, c'est un tableur Excel qui travaille sur 100%. Et en fait, la gourmandise raisonnée, ça porte bien son nom. C'est raisonné, c'est-à-dire, on a une sorte de tableau de bord avec plein de petits robinets. Et que si on ferme le robinet, alors oui, on peut faire du moins gras, du sang, du sang, du sang, sauf que si on ferme un robinet, la pression monte dans les autres tuyaux, et là, du coup, de façon relative, eh bien, ça devient des Hiroshima, mon amour, de jaune d'œuf, de gras, d'huile d'amande, de pâte d'amande, etc., et de chocolat. Et donc, j'ai fait les premières erreurs qu'un pâtissier pouvait faire. Puis je me suis rendu compte en parlant avec Thierry qui m'a beaucoup aidé. On s'est vu très souvent pour me rendre compte que la nutrition, tu t'amuses pas à fermer un robinet en fait. Le principe de même de la nutrition, c'est justement, c'est un peu comme de la sono, tu joues très distinctivement parce qu'on a besoin de tout pour notre corps. Comme il disait souvent, il disait, si on bougeait plus notre cul, on n'aurait pas besoin de toucher les robinets, hein. Et en fait, la gourmandise raisonnée, c'est justement l'inverse du sans sucre, du sans beurre ou du sans lactose. C'est justement un petit peu de tout. Si c'est sans quelque chose, c'est sans excès, comme je le dis dans le livre. Ça m'intéresse d'ailleurs de faire un livre pâtisserie sans sucre, parce qu'aujourd'hui, je me dis, il y a des diabétiques. Moi, j'ai un ami diabétique grave et qui lui peut pas manger jamais de gâteau. Donc moi, je lui en fais avec du maltitol, etc. Mais là, on fait des gâteaux pour des gens malades. Le végétal est un autre point de vue, le véganisme est un autre point de vue. Moi, c'est pas du tout mes points de vue. Et donc, tout le travail a consisté à se dire, est-ce que tu es sûr qu'il faut 1 litre de crème, 12 jaunes d'œufs, 250 grammes de sucre pour que tu prennes ton kiff avec une crème brûlée? Eh ben non, en fait. On a fait des centaines de dégustations. Là, je dois beaucoup remercier Valrhona et Aurélie, qui est ingénieure chez Valrhona, qui m'a énormément aidé. On a pu bénéficier, grâce à la Cité de Valrhona, notre centre de chocolat tourisme. On a fait déguster des dégustations à l'aveugle par 200 personnes dans la journée, de vraies fausses crèmes brûlées, de vraies crèmes brûlées. On a fait des milliers de dégustations. On a un panel incroyable où pour moi, si je faisais un livre, il fallait pas que ce soit que la vie de Fred, de sa mère, de ta femme qui t'adore en plus. Ouais. Et là, parce que les gens s'en foutent de ma femme, de ma mère et de mes amis. Quand on fait un livre où on prétend prendre la parole de façon quand même nutritionnelle, et puis Thierry, lui, veillait bien au grain, on pouvait pas faire un livre à peu près, quoi. Mon adjoint, José Manuel Augusto, est un garçon extrêmement cartésien, qui adore comprendre tout, qui est à fond dans la gourmandise raisonnée. C'était mon chef pâtissier quand j'avais le restaurant gastronomique avec Rika, ma femme. Et en fait, l'impro, Manu n'aime pas ça. Manu aime bien quand tout est expliqué, c'est un homme de chiffres. Il a été d'une aide, d'une participation plus que... peut-être qu'il a même fait plus de choses que moi dans le livre, parce que c'est un technologue, c'est un mec qui gratte, qui cherchait, qui reposait les questions, qui reformulait. Parce que la nutrition, ça s'invente pas. On peut pas dire j'en ai 20 grammes de beurre, ça y est, je fais un bouquin de gourmandise raisonnée. Enfin, on peut pas se moquer du monde. Et moi, j'ai adoré ça, justement. Le fait que, pour le coup, c'est un livre de recettes, mais on est bien loin que du travail de pâteux, comme je dis en réunion souvent. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce que j'ai ressenti, justement. On sent qu'il y a vraiment un travail justement de nutrition. C'est collectif. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que
Bah, comme la pâtisserie, en plus, elle est plus technique en termes de recettes par rapport à la cuisine, qui peut être beaucoup plus aérée, beaucoup plus sur le ressenti, alors que la pâtisserie, si on se trompe de quelques grammes, quelques centaines de grammes, bah, voilà, la recette, elle n'a rien à voir avec ce qu'on a besoin. Le résultat, ouais. C'est tout là le travail. La plus grande complexité, elle est simple. Hein. C'est Pierre Hermé me suit depuis 15 ans. Et pour des raisons trop longues à expliquer, l'année dernière, il y a 2 ans, je lui avais dit, tiens Pierre, si j'arrivais à raisonner ta tartelette infiniment vanille, que j'ai jamais réussi à finir parce que je la trouve trop opulente, est-ce que tu accepterais que je la mette dans le bouquin? Et il m'a dit, si tu arrives à m'avoir, pourquoi pas, avec son petit sourire en coin. Et puis j'ai beaucoup travaillé parce que ça, je me l'étais donné un challenge. Parce que là, pour le coup, on est dans ce qu'on appelle les piliers, les 4-5 recettes qui démarrent le livre, où il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit pour savoir où tu vas, il faut savoir où tu es et d'où tu viens. Et je trouve que quand on fait un livre, ça permet aussi de parler aux jeunes. On parle de transmission aujourd'hui. Et les jeunes, c'est important qu'ils comprennent le processus, le coma. Ben oui, ils sont tous nés avec des comas. Maintenant, il y a des portables, 2 portables d'ailleurs. Nanana. Sauf qu'en fait, l'histoire de la pâtisserie française, elle n'est pas si vieille que ça. Il n'y a pas si longtemps qu'on a des surgélateurs, etc. On dit tous aujourd'hui monter des entremets, alors qu'on les monte plus. Maintenant, on les coule, les entremets. Et je trouvais intéressant pour les jeunes de faire un tout petit flashback. Et en fait, c'est hyper important techniquement de savoir pourquoi nos recettes sont comme ça, essayer de l'expliciter. Puis comme je le disais, c'est au bout d'un moment, si tu fais de la gourmandise raisonnée, mais que ton Paris-Brest il me fait plus kiffer, ou que tes gâteaux, ça fait plus gâteau d'EHPAD ou gâteau d'hôpital, c'est qu'on a été trop loin. Voilà, moi comme je dis souvent, on est des marchands de bonheur. La gourmandise raisonnée, ça doit commencer par gourmandise. On est des marchands de bonheur. Mais ça ne veut pas dire que justement le gras c'est la vie. Et tout ce travail-là, il n'est axé que sur et pour le goût. Ce que je voudrais qu'on les gens retiennent, c'est ça. C'est pas un travail pour se faire plaisir et se faire passer pour un ingénieur ou je sais pas quoi là. C'est être contemporain. Ouais, mais justement, c'est ce que j'ai ressenti dans le livre, en fait. C'est vraiment pour mettre une empreinte, vraiment, justement, sur la gourmandise raisonnée et ouvrir d'autres perspectives. Donc, c'est pas que pour les pâtissiers ou les amateurs éclairés qui nous regardent, qui regardent la vidéo, c'est vraiment, vous voyez ça comme, alors, je ne sais pas si c'est une introspection, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en tout cas, comme une nouvelle autoroute, des nouveaux axes de développement, de réflexion, et pas juste. Alors, parce que c'est vrai que c'est quand même un livre avec des recettes pointues, on n'est pas juste sur un livre de recettes de débutants. Donc, il faut vraiment être un peu plus averti parce qu'il y a des températures, il y a différentes choses qui jouent sur des finesses. C'est d'ailleurs intéressant cette remarque, Sébastien, c'est que j'avais très envie, grâce à l'expérience que j'ai eue avec l'émission d'M6, le meilleur pâtissier pro, le meilleur pâtissier gourmet, les rois du gâteau avec Cyril, où on a rencontré 484 candidats et mangé des gâteaux. Et force est de constater aujourd'hui que il y a des gourmets, ceux qu'on appelle les gourmets, qui pâtissent comme ils joueraient du golf handicap 11 ou du tennis. Je ne connais pas quels sont les critères de jugement quand on est bon tennisman. Mais en fait, j'ai découvert que des gens pâtissaient de façon divine. Et j'ai eu très envie, et je suis très fier que les éditions de La Martinière et Lauraline aient eu confiance. C'est vraiment une question de confiance, hein, de faire un livre qui soit orienté gourmet, alors ce qu'on appellera des gourmets expérimentés, il y en a beaucoup plus qu'on ne pense maintenant, des gourmets expérimentés et des pros. Parce que je pense que c'est moi qui écris mes livres, même si Bénédicte a remis mes mots en musique parce qu'il fallait parfois me synthétiser. Moi, j'ai envie, à travers ce livre, de parler aux gens qui font les gâteaux, mais aussi à ceux qui les mangent, parce que s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de pâtissier en fait. Hein. Il y a des techniques qu'on n'a pas mises,
parce que à chaque fois je disais toujours à Manu, et ta mère, est-ce que ça elle peut faire? Ah, Non. ok. D'accord. Bon, ok. Alors si ta mère peut pas faire, on met pas. Ce sera Ok, le il y a prochain quand livre. même une réflexion comme ça. Ok, d'accord. Ok, c'est intéressant. Parce que j'avais envie que non pas la personne qui fait un gâteau tous les 2 ans réussisse les recettes, mais moi j'ai des copines qui pâtissent, elles m'impressionnent. On a vu des réalisations devant nos yeux, hein, sur le plateau télé, par des gourmets, des profs de philo, des profs de français, des pompiers, des infirmières, des plombiers vagueurs. Ils faisaient des gâteaux, mais c'était une adresse, une dextérité, une agilité incroyable. Et ces gens-là, ils ont tout à fait les compétences pour reproduire les recettes qu'il y a dans le livre. Et donc, j'avais vraiment très envie que ce livre s'adresse aux deux publics, en fait. Moi, j'ai trouvé dans le livre aussi beaucoup de choses aérées, beaucoup de vagues, beaucoup de transparence, Alors, je sais pas si c'était voulu, en tout cas au niveau des photos, mais en tout cas, on sent cette fraîcheur, cette aération, en fait, ces vagues dans les photos, en tout cas. Là, les photos de Guillaume sont très belles. On a fait le stylisme nous-mêmes. Julie nous a choisi les papiers. Moi, j'ai fait toutes les assiettes et les supports en faïence. C'est moi qui les ai faits. J'adore la poterie. J'avais envie de faire tous les fonds des photos. Et donc, je me suis beaucoup amusé. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et avec Guillaume, on faisait les stylistes tous les deux. On a vraiment pris notre pied. C'est aussi important dans un livre c'est la partie, j'ai adoré la partie techno, hein, mais ça, c'est la partie, invisible de l'iceberg, qui est la bien plus grosse. La photo, c'est le tout petit bout de la lorgnette, mais je pense que c'est ce qui donne envie d'y aller, en fait, je pense. Eh ben, une photo d'un livre, ça doit être la réalité, et que s'il y a des imperfections, il me disait, il y a une ou deux petites bulles sur le glaçage. Ben oui, mais en fait, même chez les pâtissiers, il y a des petites bulles dans les glaçages. Donc, on va pas l'enlever, c'est pas dramatique. Il y a une petite bulle dans le glaçage, ouais, c'est pas grave. Il y a souvent justement cette comparaison qui est faite, mais je trouve, et comme tu l'as très bien dit, quand on regarde maintenant sur Internet les gens ou même à la télévision, ceux qui sont des pâtissiers vraiment avancés, hein, des amateurs, mais qui ont une dextérité vraiment hallucinante, il y a des résultats beaucoup plus impressionnant que par des pâtissiers classiques, entre parenthèses, tu vois. Et moi aussi, je suis impressionné. Je pense que ceux qui nous écoutent, souvent, ils se disent, ouais, la recette, on peut pas la faire chez soi parce qu'elle ressemblera pas à ce qu'il y a dans le livre. On peut pas la faire en production parce que souvent, des beaux livres, on peut pas faire des recettes en production 50 pièces ou 100 pièces tous les matins, c'est pas possible. C'est un peu la grande différence qu'il y a entre Gourmandise raisonnée et mon petit livre qui est sorti la semaine du Covid, Simplement Chocolat. Il porte bien son nom d'ailleurs. Simplement Chocolat, ça fait globalement les desserts que je fais à la maison. Je pâtisse assez peu à la maison, mais là Simplement Chocolat, tu te poses même pas la question de il va falloir surgeler, il faut ci, il faut ça, là. Non, ça s'appelle Simplement Chocolat. Donc, et l'objectif, c'est pas d'en produire 150 tous les matins. Donc, je pense que c'est cette versatilité dont nous, les chefs, on doit être capable de se dire, je fais une recette pour moi à la maison, nanana, et pour le coup, quand je m'adresse à des professionnels, leur donner des idées infaisables dans une pâtisserie, c'est juste pas crédible. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est hyper important. Qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui à des professionnels, justement, pour qu'ils aillent plus sur cette direction de gourmandise raisonnée? J'ai presque envie de leur dire ce que Père Gagnère disait il y a 15 ans, devant 150 cuisiniers, où il expliquait que lui, il utilisait de moins en moins de beurre et de plus en plus de crème et de crème montée dans ses sauces. Il utilisait de moins de beurre qui remplaçait par de l'amidon de riz qu'il avait découvert au Japon ou en Chine, et qu'on pouvait donner du soyeux avec autre chose que du gras ou de la crème toujours. Nanana. Et tout ça a été mis par des dégustations délicieuses qui étaient faites par Éric Trochon à l'époque,
Pierre disait, n'oubliez pas, il a fini sa conférence en disant, n'oublions pas que si nous sommes les garants du bonheur de nos clients, nous sommes aussi les gardiens de leur bien-être. Et on doit le vivre comme une vraie responsabilité. C'était un peu avant-gardiste il y a 15 ans, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une société de bien-être. Mais à la fois, on est dans une société extrêmement paradoxale parce que jamais on a autant parlé de bonne bouffe, jamais on a vu autant d'émissions de bouffe à la télé, de pâtisserie, tant mieux, beaucoup, etc. Et puis, tu n'ouvres pas un magazine. Moi, ma femme, elle a des magazines féminins et tu vois que des nanas qui sont magnifiques, etc., qui disent qu'elles mangent que des super trucs, qu'elles mangent des macarons Pierre-Hermé, et puis elles disent qu'il faut prendre impérativement soin de son corps, etc., etc. On a le paradoxe, jamais on nous a dit qu'il fallait autant prendre soin de son corps, et jamais on a autant parlé de bonne bouffe, et ça pour le coup c'est génial. Mais en fait, c'est pas une tendance, c'est une vraie tendance sociétale. Ouais. Aujourd'hui, les gens veulent manger bon, ils veulent réfléchir, ils veulent moins se baffrer. Alors il y a toujours les gloutons, comme disait Bréa Savarin. Hein. Moi je vis mon métier. Alors peut-être que c'est là, je sais pas, mais je vis mon métier avec ce sentiment de responsabilité et il n'y a pas n'importe quel prix à payer par principe que c'est gourmand, putain c'est gourmand. Oui, ça peut être gourmand, mais quand tu vas dans les 3 étoiles Michelin aujourd'hui, tu manges beaucoup plus léger, tu as des concentrations, tu as des bouillons, voilà, et en pâtisserie, je te mets du glucose, je te mets du lait concentré dans les nappages. Avec Instagram, les gâteaux, on a dépassé le syndrome de la crème brûlée. Il y a plus de sucre sur les gâteaux que dans les gâteaux maintenant. C'est hallucinant. Ouais. Il y a un proverbe japonais, on s'arrêtera peut-être là d'ailleurs, un proverbe japonais qui dit, et j'adore, change ton point de vue pour changer 2 points de vue. Et dans un métier où on entend toujours, si on a toujours fait comme ça, c'est pas un hasard. C'est ce que me disaient certains orateurs quand j'étais à l'école. J'avais un peu du mal à l'époque à faire monter à bord. Ils me disaient, mais on a toujours fait comme ça, c'est pas un hasard. J'ai fait, bah si, justement. Comme dans beaucoup de métiers ancestraux, même dans les anesthésies générales, avant, on t'endormait à l'éther. En général, on t'endormait, mais tu ne travaillais pas. Hein. Donc, du coup, tu souffrais pas pendant l'opération, parce que tu étais déjà mort, en fait. Hein. Mais dans tous les métiers ancestraux, il y a beaucoup d'aléatoires, il y a beaucoup de feeling, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont dues au hasard. Et parfois, le hasard a bien fait les choses. Mais aujourd'hui, on a la chance de pouvoir moins travailler au hasard. Qu'est-ce que tu vois dans l'avenir? Qu'est-ce que tu vois comme projet? Moi, j'ai envie de continuer à m'amuser beaucoup. Et si j'arrivais allez, je vais pas dire à maigrir en mangeant des gâteaux, ce serait top. Mais à moins... Il y a quand même, tu sais, quand on dit en France, dans notre éducation judéo-chrétienne, la gourmandise est un mauvais défaut. J'aime pas ça. Et une sorte toujours de culpabilité. Et je trouve que on culpabilise moins quand on mange salé parfois que quand on mange sucré. Et j'ai envie de dire, il faut qu'on ait une pâtisserie qui soit moins culpabilisante. Et comme le disait Pierre Gagnère, je pense que c'est vraiment notre responsabilité. L'année prochaine, en France, à l'étranger, je vais pas mal voyager, reprendre les voyages, des stages. Je vais refaire des stages à l'école de Valrhona. J'ai arrêté il y a 6 ans parce que j'étais promis de jamais plus faire de stage. Et donc évidemment, je vais faire mon Johnny et donc je vais refaire 4 stages parce que ça semble un peu débile de faire un livre sur la gourmandise raisonnée et de dire non, je ne ferai pas de stage, etc. Donc j'ai dit oui, je vais faire des stages. Et dans 2 semaines, on se retrouve avec tous les pâtissiers de l'école, puisque l'école ne fonctionne pas. On va se prendre du temps et je vais avec Manu, mon adjoint, José Manuel Augusto, on va faire une formation avec tous les pâtissiers de Valrhona sur la gourmandise raisonnée pour que ça devienne des relais en fait. C'est devenu un projet d'entreprise que Valrhona va porter. Ça me plaît énormément parce que là encore, comme le disait la directrice générale de Valrhona, Clémentine Alvéal, c'est notre responsabilité aussi.
d'intégrer ces modes de pensée, pas que développement durable. En fait, le développement durable de ton corps, c'est aussi notre responsabilité. Et puis, là, je travaille maintenant sur un projet d'aider les pâtissiers à produire plus facilement, plus régulièrement et mieux, techniquement parlant, la pâtisserie. Ça dit tout et rien du tout. Ouais, donc comme ça fait du teasing. Mais en tout cas, vraiment beau programme et c'est vraiment, j'aime beaucoup cette philosophie. Ça permet vraiment notamment dans les valeurs de Valrhona, ce que tu indiques, d'être vraiment dans l'humain, dans l'environnement, de prendre en compte cette partie-là. Et plus être dans, vas-y, on te vend des produits, achète, point barre. Et ça, parce que dans cet esprit-là, ça dégage la responsabilité, alors que là, vous prenez en charge vraiment cette responsabilité dans les produits, la conception, dans le respect de l'autre, en fait, d'autrui. Et ça, beaucoup d'entreprises devraient prendre ce modèle-là quand même en exemple, parce que c'est quand même aujourd'hui essentiel dans les valeurs humaines. Et c'est complètement des compétences que on nous a pas appris à l'école. Un pâtissier n'a pas du tout toutes ces compétences-là. Et Valrhona Valrhona est réputé pour être une des rares entreprises qui ne vit que de l'artisanat. On est le partenaire des artisans et on se doit du coup, d'aider les artisans, en tout cas pour ceux qui en ont envie, de les aider à atteindre ce type d'objectif. Voilà. Merci à toi, Frédéric, de cet échange et d'avoir vraiment parlé au niveau, alors j'allais dire aux sources du chocolat. Alors là, c'était un amalgame, c'est plus ça maintenant, mais vraiment. J'en ai profité pour faire autre chose que du chocolat, pas que dans Gourmandise Raisonnier. J'adore le chocolat, sinon je pourrais pas travailler dans cette entreprise délicieuse. Mais je ne sais pas faire que ça et j'ai pas appris que ça. Et là justement, ça permet de faire un peu de diversion. Donc voilà quoi, c'est une belle salle de jeu à partager. En tout cas, franchement, moi je conseille vraiment le bouquin pour pâtissier et puis amateur averti, parce que vraiment super recette, super vraiment de nouvelles règles, nouvelles pâtisseries, hein, comme ça le dit très bien sur beau cadeau pour Noël, en tout cas pour ceux qui vont l'offrir à Noël. Il est en vente chez Valrhona Sélection, et puis pour ceux qui le veulent dédicacer, il est en vente sur mon site internet frédéricbeau.com, où c'est moi qui les dédicace et je vous les envoie, et voilà. Bon, voilà, tout est dit. En tout cas, Frédéric, ça sera avec grand plaisir de participer à un de tes cours Gourmandise Raisonnée. Alors là, ça sera avec grand plaisir. Je te remercie énormément pour cet échange-là, d'avoir apporté vraiment tout le décor de ce livre. Et puis, je te souhaite une excellente continuation à toi. Et moi, je vous dis à tous, à très vite. Et merci de nous avoir, à toutes et tous, à vous aussi, merci de nous avoir écoutés, peut-être même mieux entendus. À bientôt Sébastien, et bravo pour cette initiative. Alors, je te remercie Frédéric, et puis à très bientôt.